Bon, il y a une phrase de Shakespeare qui disait « Les gens ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve ». L'importance du rêve comme moteur, est-ce que tu peux en parler? Ben, moi, c'est sûr que d'abord ma vie est un rêve, ça c'est sûr, mais c'est surtout que j'ai eu la chance de pouvoir transformer et vivre mon rêve. C'est pas toujours possible parce que la vie fait que vous n'avez pas forcément toujours le choix et les possibilités, mais moi je sais pas, il y a une espèce de force incroyable qui m'a poussé à prendre cette décision le jour où j'ai eu envie de partir au Dakar. Et en fait, si vous voulez, je me suis mis dans les bonnes conditions. Quand je dis je me suis mis dans les bonnes conditions, j'étais pas engagé. J'avais une petite copine, mais j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de fil à la patte qui me gardait à la maison. Et je me disais, si tu pars pas aujourd'hui et si tu fais pas ce voyage et que tu voyages pas aujourd'hui, bah demain, tu pourras pas le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté, entre guillemets, sur l'occasion. Et puis, il y avait surtout, ce que je vous dis, c'est que je rêvais quand même depuis des années, parce que c'était pas nouveau, cette espèce de rêve de vouloir partir, de vouloir voyager. Ça fait longtemps que je traînais ça, que je mûrissais ça, mais sauf que, en fait, je pense que c'était un peu un sentiment, c'était subliminal. J'y pensais très fort, mais, vous voyez, pendant longtemps, j'ai pas franchi le pas, j'ai pas été plus loin. J'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, j'ai attendu d'avoir une licence, j'ai attendu d'avoir un job. J'ai respecté les étapes pour me construire jusqu'au jour où j'avais un peu réuni, vous voyez, j'avais coché toutes les cases et il n'y avait plus rien qui m'empêchait de partir. Et là, je me suis dit, là, si tu pars pas, c'est aujourd'hui ou jamais. Et en fait, je ne regrette surtout pas d'avoir pris la décision de partir parce que c'était peut-être un peu fou de partir comme ça, de démissionner de son job et de partir le nez au vent, parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à l'époque, si vous voulez, on s'engageait, on mettait son chèque chez TSO à l'époque, Thierry Sabine Organisation, vous étiez engagé, bon, et puis rien, c'est-à-dire rien, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. À l'époque, on n'avait carrément aucune information sur le pourquoi, comment ça se passait, la sécurité, les assurances, rien quoi. Il y avait une course, on vous disait voilà, rendez-vous au Trocadéro tel jour, là on vous expliquait l'étape suivante, et en fait on découvrait au fur et à mesure. Donc la seule chose qu'on avait, c'était le règlement. Le règlement, c'était, il fallait une moto, alors il fallait, on était passé au Vieux Campeur acheter des fusées, un miroir de détresse, une couverture de survie, c'était le matériel obligatoire. Il fallait deux gourdes, il fallait avoir 2 litres d'eau à bord. Et puis le reste, on s'est démerdé et on a appris. Donc on a été acheter d'abord les vêtements. À l'époque, les vêtements en nylon, ça n'existait pas. Donc moi j'ai été chez Dada Cuir pour me faire un cuir, parce qu'on ne savait pas. Donc on a fait faire un cuir, veste et pantalon sur mesure, parce que c'était notre seul vêtement. Donc acheter des gants chauds, parce que quand même traverser la France, c'était quand même 1000 km pour aller à 7 prendre le bateau au mois de décembre, quand même pas très beau quoi. Moi j'avais jamais fait 1000 km sur la route en moto, c'était la première fois. Une combinaison de pluie, parce que vu la météo quand même, donc j'avais acheté une Plastex bleue, on était enfermés là-dedans parce que pour se couvrir, se protéger du froid. Et on est parti comme ça le 26 janvier avec les copains, la famille. Et puis déjà, ce qui était extraordinaire, donc on était quand même 150 au départ, auto, moto, je dirais, ouais, 2-3 camions. Et ce qui était assez marrant, c'est que moi je connaissais personne, je connaissais personne parce que c'était tous des nouveaux. Donc j'étais vraiment j'étais le bisu, quoi. Il y avait déjà des types qui étaient des pilotes expérimentés, et on se regardait tous, et ce qu'on ne rendait pas compte, c'est qu'on allait vivre une aventure incroyable, parce qu'il y avait beaucoup de presse déjà, parce que Sabine avait ce mérite, c'est qu'il avait quand même réussi à mobiliser la grande presse,
Paris Match, Le Figaro, Le Parisien, France Soir, enfin un journaliste de ces journaux. Donc il y avait les radios déjà qui étaient RTL avec Max Meignier. Et donc pour un événement, nous on faisait partie de l'événement, mais on était des novices complets, quoi. Alors, on voyait ça. Alors on était contents parce qu'on avait les yeux qui brillaient, parce qu'il y avait tous les gens qui étaient au Trocadéro nous regardaient envieux, parce qu'ils nous voyaient partir. Nous on était contents parce qu'on partait, et on savait qu'on allait vivre une aventure, sauf que l'aventure on la connaissait pas, quoi. Et c'est comme ça que le premier Dakar a démarré, quoi. Mais c'est vrai que ça a été un rêve éveillé, quoi. Alors, cher Hubert, il y a une chose qui me subjugue, c'est cet instinct biologique à t'adapter à de telles conditions avec un régime alimentaire très spartiate, un quignon de pain avec sardines par-ci, par-là, et même à un moment donné, tu gueules, quoi. Il n'y a rien à bouffer depuis 2 jours. Alors, c'est presque inhumain, quoi. Ça a été une caractéristique de mes années de course moto, c'est que c'est sûr que j'étais un peu entier dans mes réactions, c'est-à-dire quand ça allait pas, quoi. Et ça, les gens le savaient rapidement.